Parce qu'en fait, il enregistre en même temps. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc Et donc l'avantage, c'est que derrière, on les a, on peut les récupérer. Ok, ça marche. On n'a pas besoin de s'emmerder à C'est faire pour les ça images. qu'il ne faut pas trop Dire de conneries. Vite chaud. D'accord. Ouais, Ouais, Merci beaucoup. Bon, on commence, on est en petit comité. Écoutez, c'est bien aussi, un petit côté un peu intime. Et du coup, j'ai fait exprès de poser cette question un peu pour déranger. Mais parce qu'on a parfois des gens qui nous disent des trucs qui me filent des boutons. Du genre ah non mais ah tu fais de la thérapie manuelle, tu crées de la dépendance, ah mais tu dis des trucs, les gens tu crées des facteurs psychosociaux, machin truc. Ouais, on se détend. Donc j'ai voulu poser la question, est-ce que thérapie manuelle et psychosociale et tout c'est impossible? Et de la même manière, est-ce que ça fait bon ménage avec l'EBP? Qu'est-ce qu'on entend dans EBP? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors en plus, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Pierre, mon petit Bonjour. chaval. Et donc, oui, c'est chez demi-chaval. Faut s'arrêter là. Faut s'arrêter là. Et donc, je peux monter Pierre, sur une chaise. Pierre qui est notre responsable directeur pédagogique de la thérapie manuelle, qui a en charge de se fader la littérature et d'essayer de nous en trouver ce qu'il y a d'intéressant. Et en même temps, pour que ça change, parce que moi, je suis un vieux kiné, hein, je suis formé en 98. Oui, vous n'étiez pas né peut-être, si, tout juste, papa, voilà. Et en même temps, j'ai appris des trucs. Aujourd'hui, on n'a pas forcément changé la technique. Mais on a changé l'emballage. Mais on a changé l'emballage. Finalement, on l'explique plus de la même manière. Et l'idée, c'est de coller quand même toujours le plus possible à un schéma qui colle avec la littérature, avec les dernières données de la science, mais pour autant en restant avec un aspect pratique important. Voilà. Du coup, toi, tu penses que c'est possible ou pas de faire du psychosocial et de la thérapie manuelle? Ça dépend quelle acception de la thérapie manuelle on prend, en fait, tout simplement. Si historiquement, on prend une acception ancienne, c'est-à-dire que la thérapie manuelle, c'est juste de la thérapie manuelle, non, il va y avoir un conflit, une erreur 404. C'est-à-dire que on va se retrouver avec uniquement des techniques passives et on va essayer de se dire que ça va avoir une action psychologique. Ça va en avoir une, mais ça va avoir peu d'effet. En fait, la thérapie manuelle, dans le temps, a aussi beaucoup évolué. Et actuellement, la thérapie manuelle, c'est à la fois des techniques articulaires, musculaires, neuro, mais c'est aussi beaucoup de communication. Et cette communication, elle est devenue centrale en fait, dans notre pratique. Je pense que dans la prise en charge actuelle d'un patient en thérapie manuelle, finalement, sur l'effet des choses, il y en a à peu près 50% qui peuvent être liés à votre technique, et il y en a 50% qui a aussi lieu à votre technique, mais votre technique de communication. Et c'est vrai que historiquement, il y avait un vrai conflit sur le psychosocial. Il y avait même un conflit avec le BP, parce que la thérapie manuelle, c'est de l'artisanal. Il faut bien voir que la thérapie manuelle, ça a été fait au fin fond d'un cabinet, quoi, à l'ancienne, éclairé à l'huile et tout. Les rebouteux. Mais c'est ça, ouais, exactement. Et donc, ça a vraiment été fait au pied du patient. Donc, il n'y avait rien de BP là-dessus. C'était juste que tu allais voir Monsieur Michu. Monsieur Michu, il savait remettre la vertèbre quand ça faisait mal. Alors, le BP, tout le monde est à l'aise avec le terme BP, pas? Non. Ah, très bien. C'est parfait, quand il y en a un qui nous dit non, ça nous permet de rebondir, ça nous arrange. Au bout de 3 jours, on est entraîné. Dans le EBP, il y a 3 cercles, alors qui ne sont pas concentriques, hein, mais qui se touchent tous un peu. Il y a le E de l'évidence, c'est-à-dire en anglais la littérature, la preuve, la donnée écrite. Ok. Et puis il y a un autre cercle qui correspond aux attentes et aux croyances du patient. Et puis, il y a un dernier cercle qui correspond à l'expérience et à la qualité du praticien, on va dire. Voilà, à ce qu'il sait faire. Si tu cherches, c'est Sackett qui a fait ça. Exactement. Aujourd'hui, on confond EBP et E. La plupart des gens qui vous parlent d'EBP vous parlent juste du premier cercle de la littérature. Ils oublient 2 autres choses qu'on ne trouve pas dans la littérature. C'est les croyances et attentes du patient. Il y en a qui vont vous dire « j'ai pas envie d'être manipulé ».
Alors là, Pierre, ça l'arrange pas parce que Pierre, il aime bien rentrer pif-paf dans la manip, lui. Contrairement aux apparences, ce petit monsieur, pas très épais et tout, il aime bien mettre une petite cartouche. Mais il est doux dans ses cartouches. Alors que moi, je rentre moins vite dans la cartouche, mais je peux être moins doux dans la cartouche. Voilà. Donc, mais c'est on a beau être de la même équipe et Pierre, je l'ai eu comme étudiant en IFMK et après je l'ai eu comme étudiant en thérapie manuelle avant qu'il devienne notre formateur, référent scientifique et tout. Donc, on a un parcours qui est assez intime, hein, mais comme avec Greg, comme une bonne partie. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même sensibilité. C'est justement le troisième cercle dont on parlait, c'est la sensibilité, l'expérience du praticien. Et ça, c'est hyper important, quoi. Après, le BP, elle est absolument essentielle dans notre évaluation, dans notre prise en charge actuelle, parce que l'important, je pense que le premier truc qu'on doit à nos patients, c'est d'éviter de leur dire des conneries. Ça, c'est pas mal. Déjà, si on peut éviter de leur dire des conneries, c'est déjà un bon truc de passer. Et pour ça, moi, je trouve que la littérature m'a beaucoup aidé là-dessus, et c'est vraiment essentiel. J'ai modifié beaucoup mon discours. J'ai aussi beaucoup modifié mes connaissances directement suite à la littérature. Et pour ça, voilà, ça c'est vraiment une donnée qui est extrêmement importante. Par exemple, si on revient sur les trucs qui sont habituels sur la thérapie manuelle, c'est-à-dire la technique clé qui serait sur de la manipulation, on est passé de cette idée dans laquelle on allait manipuler l'os pour le remettre en place, vers quelque chose qui va nous amener vers beaucoup plus de neuros, beaucoup plus d'informations du système nerveux. Et du coup, cette information au niveau du système nerveux, elle va repartir aussi sur des données psychosociales, parce que quand vous allez finalement activer le cerveau de votre patient sur une manipulation, vous allez aussi faire écho, en plus des afférences mécaniques que vous allez créer, vous allez faire écho à son expérience, vous allez faire écho à ses attentes, et vous allez en obtenir un résultat. Si tous les astres sont alignés, plutôt le résultat sera intéressant, transitoire certes, mais intéressant surtout sur le plan de l'antalgie. En revanche, comme disait Xavier, si le patient ne veut pas être manipulé, là vous aurez un conflit majeur et là il va se passer un vrai problème avec le patient et potentiellement avec l'ordre des kinés. On a Yann qui est arrivé. Voilà, c'est le petit monsieur avec ses lunettes là derrière. Et je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça au cabinet comme stagiaire. Un très bon stagiaire d'ailleurs, faut le dire. Et je pense que Yann confirmera que on peut très bien faire de la thérapie manuelle toute la journée et d'être hyper proche sur un plan psychosocial, de questionner nos patients, de faire en fonction de leurs attentes, de leurs craintes, de leurs doutes, de déconstruire les croyances que certains leur ont mis dans la tête. Je pense à certains médecins ou certains radiologues. On a mis une petite vidéo ou deux là, dernièrement sur YouTube où justement on montre qu'entre arthrose et lombalgie, il n'y a pas de lien. Voilà, des messages opposés à ceux que peut avoir le patient. Et là, on est complètement dans la thérapie manuelle, mais en même temps complètement dans déconstruire la croyance erronée ou amener un message. Et évidemment, notre message, il n'est pas juste ce que nous on croit. Ça s'appuie sur de l'évidence, sur de la littérature. Donc, si on continue sur les notions de thérapie manuelle, effectivement, vu qu'on a une prise en charge qui est très très large, on a souvent cette population qui vient nous voir en thérapie manuelle, qui est la population des douloureux persistants, en fait, qui, pour le coup, sont un vrai challenge en thérapie manuelle historique, puisque, en fait, là, on n'a plus affaire à de la nociception claire. Je ne sais pas si... simple, pardon. Je ne sais pas si le terme de nociception est confortable pour vous, ça marche. À la nociception simple. Mais on va avoir de plus en plus, et le temps passant, d'impacts liés à la nociplastie, à tout le fonctionnement du système nerveux, avec sa facilité à générer du symptôme. Et là, en fait, on va progressivement basculer dans de moins en moins d'effets mécaniques liés à la prise en charge, mais de plus en plus, finalement, d'apports au niveau information, d'apports au niveau psychologique et de compréhension du patient, et puis surtout aussi de l'actif, qui nous amènera vers cette prise en charge. Et donc ça, c'est pour le coup assez EBP. Est-ce qu'il faut être fort en biomécanique, Pierre, pour faire de la thérapie manuelle ? Non.
En fait, le truc, c'est que la biomécanique et la thérapie manuelle ont divorcé. Alors pour Pierre, moi un peu moins. Mais c'est là où je fais exprès en fait de chatouiller un peu en se disant voilà, on n'est pas obligé d'avoir exactement 100% la même vision. Moi, je garde une vision très mécanique parce que ça me plaît quand même. Mais derrière, j'ai bien compris que l'effet, il n'était pas purement mécanique. Du reste, on ne flotte pas dans les airs quand même comme ça, comme des purs esprits. Des fois, quand je me réveille le matin, j'aimerais bien parce que ça me permettrait de rejoindre ma salle de bain plus facilement. Mais non, vous avez quand même des contraintes physiques, donc la bioméca reste présente. En revanche, ce qui a beaucoup changé dans la thérapie manuelle, c'est dans l'application des manipulations, le fait qu'on soit sorti de ce caractère de mécanique, c'est-à-dire de paramètres de correction au niveau articulaire, et qu'on soit rentré sur un geste technique qui a un effet. C'est-à-dire qu'on va rechercher l'effet d'antalgie sur la manipulation, qu'il y ait une mobilité modifiée au niveau de la structure ou pas. On n'a même plus besoin d'avoir une hypomobilité pour justifier l'utilisation de l'effet antalgique de la manipulation. Il y a une quinzaine d'années, une étude est sortie. Ils avaient randomisé un groupe, une centaine de patients. Ils ont tous fait un diagnostic pour essayer de trouver la dysfonction qui semblait être la dysfonction du patient, en mettant un nom L3 en FRS ou machin, ou peu importe si vous voulez le mot ou la classification. Ils en ont pris 50, ils les ont traités bien dans la correction du problème mécanique qu'ils avaient trouvé. Et ils en ont pris 50, ils les ont traités volontairement, au hasard, n'importe comment, au hasard, aléatoire. Il n'y a pas un très gros écart entre les deux. Il y a... Au hasard. Au hasard, ou de dire on va faire une technique de manip, mais... On imposait la technique aux praticiens. C'est-à-dire qu'eux n'étaient pas libres de leur technique. Et voilà. donc, du coup, comme ces techniques étaient tirées au sort pour chaque patient, du coup, la technique ne collait pas forcément, finalement, au patient. Si on est sur un concept uniquement mécanique de la thérapie manuelle, alors ceux qu'on a bien traités devraient être nettement plus améliorés que ceux qu'on a traités aléatoirement. Et il y a un petit bénéfice quand même à la mécanique bien faite, mais l'écart entre les deux, il n'est pas fou. Alors ça, on peut se dire, ah bah du coup, c'est que ça sert à rien, c'est qu'il faut rien faire, c'est qu'il faut jeter. Ou alors, c'est se dire, bah, si j'ai pas un gros écart, c'est que mon modèle explicatif, il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Alors Pierre a une image qui est de dire, la manip, c'est comme un Doliprane. C'est un Doliprane mécanique avec un effet transitoire, c'est-à-dire que quand vous allez appliquer votre manipulation, votre effet sera un effet d'antalgie principalement, puis un effet de libération de mobilité, mais qui peut déjà être expliqué par le fait que si vous êtes moins algique, vous êtes plus capable, plus à même de bouger. Mais cet effet est transitoire dans le temps, et donc il faut capitaliser dessus. Et je peux parler de Casper. Oh, oui. Alors c'est pas Casper le petit fantôme, mais l'an dernier, M. Casper, j'ai oublié son prénom, a sorti effectivement cette étude sur un groupe relativement important dans lequel on allait manipuler les sujets à la fois sur la zone qui était retrouvée comme étant problématique, soit sur une autre zone à distance. Effet à peu près pareil. Donc une fois que vous avez vu ça, vous ne pouvez plus soutenir le fait que la biomécanique soutient complètement le fonctionnement de la thérapie manuelle, mais vous devez envisager le fait que le fonctionnement numéro 1 de la thérapie manuelle est plutôt d'ordre neurologique. Il y a un deuxième effet qui se coule positif, hein, qui est que si vous dites que vous n'êtes pas hyper fort en diagnostic, que vous avez du mal à trouver à chaque fois le sens de la dysfonction, du machin, du truc, et bien quelque part, c'est pas si grave. Voilà. Alors si en plus vous trouvez un peu de notions mécaniques, parce que vous avez travaillé votre main et que vous avez progressé là-dedans, c'est tant mieux. Et en plus, quand vous développez ça, vous développerez aussi votre capacité à bien faire quelque part la manip. Parce que ce qu'il dit dans l'étude, ils n'ont pas comparé avec des gens qui ne font pas bien de la manip. Ils ont comparé des gens qui font bien de la manip d'un côté et bien de la manip, mais un peu aléatoire de l'autre. Mais il y avait un critère qui était de bien faire de la manip. Donc on avait affaire à des praticiens experts quand même. Voilà. Et donc ça, c'est une notion importante. On a Joshua Cleland, quand il était venu nous voir ici à Paris, là, qui avait dit, bah, finalement,
la manip a toujours un aspect statistiquement positif en termes de réduction de douleur, ce qui rejoint exactement ce que dit Pierre. Ils avaient juste montré que quand vous prenez des gens qui ont un avis positif sur la manip, les résultats sont encore meilleurs. Et quand les gens ont un avis préconçu négatif, ce sont ceux-là qui potentiellement vont faire des effets secondaires. Alors, c'est statistique, hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous faire un effet secondaire. Mais quand quelqu'un vous dit « je ne veux pas trop être manipulé », très bien. Très bien. Posez-lui éventuellement la question de pourquoi. Qu'est-ce qui... Ah ben, crac, ils ont l'impression que c'est le poulet qu'ils sont en train de découper le dimanche midi, où ils voient l'articulation qui pète, et ils se disent que si vous voulez manipuler, c'est ça qui se produit, quoi. Voilà. Trouvez l'image de pourquoi ils ont ça, et puis bah, après, on n'est peut-être pas obligé de les manipuler. On peut aussi réfléchir à la population inverse, celle qui est vraiment convaincue que son système articulaire a bougé, qu'il s'est déplacé, que la seule solution d'aller les soigner, les traiter, c'est de remettre en place l'articulation. Ceux-là, ils sont très addicts à la thérapie manuelle. Ceux-là, ils sont plutôt à rechercher en fait ce critère-là. Le problème, c'est qu'on sait que si on les laisse dans cet état-là ou si on les encourage dans cet état-là, on va avoir progressivement un risque augmenté de chronicité parce qu'on va perdre leur dépendance en fait. Enfin, on va gagner leur dépendance à la consultation, mais eux vont perdre leur indépendance de fonctionnement. Et là, c'est un vrai problème et c'est un vrai challenge. Alors, est-ce qu'on doit forcément leur imposer toute l'explication quand ils sont à 9 sur 10 d'un point de vue douleur avant d'aller les manipuler? Je pense que vous n'aurez pas une oreille attentive à ce moment-là. Il y a un timing, il faut un peu de tact, quoi. Mais ça peut être intéressant quand la douleur a été réduite, quand finalement votre technique et votre prise en charge a fonctionné surtout, de venir les informer sur le fait que finalement cette notion de blocage articulaire, cette notion de déplacement n'est pas étayée par la littérature. Après, je vous laisse la latitude diplomatique pour vraiment introduire cette notion-là, parce que après, le problème, c'est que c'est une croyance du patient, et je vous indique juste que les croyances sont très stables d'un point de vue psychologique. On pourrait en citer un certain nombre en kiné ou en autre chose. J'ai une patiente comme ça qui arrive un matin à 7h, parce que je commence tôt le matin. Théoriquement, c'est 7h30, mais parfois, quand je suis vraiment trop débordé avec trop d'attentes, ça devient 7h. Et elle arrive à 7h, elle rentre dans ma pièce de consultation et elle me dit « de toute manière, j'aurai toujours mal ». Je réouvre la porte et je lui dis « écoutez, vous pouvez partir ». Alors elle me regarde un peu étonnée pour un premier rendez-vous. Et je lui dis « mais pourquoi vous me dites ça ? Si c'est pour avoir toujours mal, perdons pas notre temps. La semaine prochaine, je vais dormir une demi-heure de plus. Ça ne me dérangera pas, quoi. » Et je lui dis « mais pourquoi vous me dites ça ?» Elle me dit « parce que mon médecin m'a dit que j'avais mal sûrement parce que j'avais de l'arthrose. Donc, il m'a fait faire une radio. J'ai demandé au radiologue, il y a de l'arthrose. Le radiologue m'a dit oui, beaucoup. Ça partira l'arthrose? Non, ça partira pas. Donc, du coup, j'aurai toujours mal. » Et là, je lui dis effectivement, c'est complètement logique, complètement cohérent. Sauf à ce qu'on prenne le schéma autrement et qu'on se dise finalement, oui, vous avez de l'arthrose, c'est concomitant mais pas causal, et votre douleur, elle est peut-être liée à autre chose. Aujourd'hui, c'est un peu raide, un peu bloqué, un peu limité, et du coup, si on arrive à libérer vos muscles, retrouver un peu de mobilité au niveau articulaire, capsulo-ligamentaire, on devrait pouvoir aller plus loin, ça devrait faire moins mal et tout. À la fin de la première séance, elle me dit regardez, ça va déjà beaucoup mieux. Hein. Vous pouvez me donner des exos à faire à la maison ? Je dis oui, bien sûr. Elle revient à la séance d'après, elle me dit je les ai bien fait, vous voyez, j'ai encore gagné un peu. 3-4 séances et c'est fini. Cette patiente, oui, je lui ai fait un peu de thérapie manuelle, mais je lui ai carrément fait, pour le coup, une compréhension. Je lui ai donné un modèle explicatif, un modèle de compréhension de ses douleurs et qui était beaucoup plus cohérent que le modèle radiologique. Hein. Et donc, on a mis une petite vidéo là-dessus, là où l'arthrose et lombalgie ou cervicalgie, il n'y a pas de lien, en fait, quoi. Voilà. Et ça, c'est une partie de notre travail. Et c'est là où thérapie manuelle et psychosociale, pour moi, font bon ménage. Et avec le BP aussi, parce que
on s'appuie sur des données de la littérature pour dire ça. C'est pas juste des représentations farfelues qui nous viennent le matin à 7h, quoi. Alors moi, à 7h du matin, j'ai pas de représentation farfelue de mon côté, je dors encore. Mais après, si on regarde sur la suite de l'historique de thérapie manuelle, parce qu'on j'aimerais bien, moi, dormir le matin. Mais... Et on va voir effectivement dans le temps, plus le temps va passer au niveau de la thérapie manuelle, plus cette notion d'EBP va être centrale. Le problème, c'est qu'on est toujours parti effectivement d'une historicité, d'un poids de l'historicité qui est présente. Et même si on va mettre de plus en plus de littérature, la démarche n'est pas une démarche d'ingénierie dans laquelle on va faire des études d'abord et ensuite on va appliquer. En prise en charge, en thérapie manuelle et en kiné, c'est la même chose. D'abord, on va tester les trucs et après, au niveau prise en charge, et après, on va tester de savoir exactement combien ça marche. Donc, on sera au plus près de l'EBP, mais on ne sera jamais sur un EBP de physicien. Ouais, on est dans de la science humaine. Il faut connaître combien de techniques, selon toi, Pierre, pour être un thérapeute manuel correct ? Je pense que vous pouvez faire 80% de prise en charge en thérapie manuelle avec 5 techniques de thérapie manuelle. Et c'est relativement simple à apprendre. Ça vous perturbe ou... Alors, vous avez des idées ? 5 total. 5 total. Total. Une manipulation talocrurale, une manipulation, un lumbarol au niveau du bassin, un lumbarol lombaire, une thoracique, un dock technique thoracique et une manipulation cervicale. Avec ça, vous avez 80% de tes patients. Voilà. Après, évidemment, pour chacune des techniques qu'il a évoquées, dans la littérature, tu peux en trouver une dizaine de chaque. Est-ce que tu es obligé d'en apprendre une dizaine de chaque ? Non. Moi, par exemple, il y a des techniques, j'aime pas spécialement les faire. La technique de manip en ventral, là, pour des thoraciques, moi, j'aime pas. On avait un collègue, Christophe, qui adorait ça et il était hyper bon à ce moment-là. Peut-être que ces 110 kilos l'aidaient un peu, mais voilà, il aimait bien. Moi, je trouve qu'elle n'est pas hyper précise et tout. Je préfère de la doc technique comme toi. J'aime bien du lombarol, mais il y a aussi des fois où je trouve qu'en lombarol, je ne peux pas gérer trop d'inclinaison et suffisamment quelque part de rotation. Donc, j'aime bien du assis aussi en bord de table, en bout de table et tout. Mais bon, voilà. Après, Pierre nous dit, avec 5 techniques, je fais 80% de ce que j'ai à faire. C'est bien, hein. Greg, qui est là au fond, il a cette règle des 70-20-10 là, mais du coup, cette idée de si j'ai 70 ou 80% de mes patients que je peux régler dans un mode semi-automatique, où j'ai pas hyper à réfléchir, hyper à me torturer, eh ben c'est vachement bien. Parce qu'il vous en restera 20% où il faudra vous torturer, et il y en a peut-être 10% qu'il faudra juste mettre dehors. Voilà. Non mais c'est vrai, il y a aussi ceux qui ne sont pas pour nous, il y a ceux pour qui on ne pourra pas, il y a ceux à qui vous ne conviendrez pas, où le matching praticien attente du patient ne marchera pas non plus, quoi. Voilà. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Non. Merci. Je dis souvent, ma porte est grande ouverte dans les deux sens. Vous êtes les bienvenus. Je vous soignerai avec plaisir. Mais si ça ne vous convient pas, vous pouvez partir. Je ne changerai pas ma manière de travailler pour vous. Depuis le temps, de toute manière, avec l'âge, on finit par plus trop changer quand même, ou pas quand bien, quoi. Donc il y a un moment où je travaille d'une certaine manière. Si ma manière ne vous convient pas, vous pouvez partir. Et si vous voulez revenir un jour, vous serez quand même le bienvenu. Voilà. Sauf un ou deux, parfois je leur ai dit, vous ne revenez pas du tout, mais voilà. C'est une notion importante, ça, aussi, d'avoir une forme un peu d'identité professionnelle, de savoir qui vous êtes, comment vous voulez travailler, quel type de patient vous voulez voir, quel type de pathologie vous voulez soigner. Je pense que c'est un point assez important. Il nous reste 2-3 minutes. Pierre, un petit mot de la fin Pour répondre à la question, tout ça fait bon ménage, parce que dans la thérapie manuelle, vous devez prendre en charge, évidemment, toutes les notions psychosocial et d'une manière générale, actuellement, la thérapie manuelle doit être bâtie avec le BP et si possible sur le BP. Après, sur le BP, je pense que c'est un peu ambitieux. Très bien. Il faut faire quoi pour de bien se former et devenir bon en thérapie manuelle, Pierre ?
Je pense qu'il faut pas mal lire, il faut avoir envie. Et moi, ça a considérablement changé ma manière de prise en charge des patients. Bon, parfait. Pierre s'occupe de la thérapie manuelle chez nous à Paris. Hein. C'est lui qui pilote le programme. Alors, on a des réunions annuelles et au moins trimestrielles pour se parler de l'enseignement, de le faire évoluer, de continuer à évoluer. Ce qu'on enseigne aujourd'hui, ce n'est pas ce que je t'ai appris il y a 20 ans. Et tant mieux en même temps, hein, on continue à évoluer. Mais voilà, il faut pratiquer. Je reviens quand même toujours à cette logique de pratique. C'est des formations où il faut y aller, il faut mettre les mains et il faut continuer. Dans la formation en thérapie manuelle que vous proposez, est-ce que justement on revoit toutes ces techniques et toutes les parties du corps La réponse est oui. On a un cursus qui est en du coup 27 jours, 9 fois 3 jours, et qui part du bassin pour aller vers les membraphes, finir au pied, et puis après on repart du bassin lombaire et on remonte au thoracique jusqu'au membre sup. L'idée, c'est aussi d'avoir une vraie pédagogie tout au long de l'année, de progresser petit à petit. On fait plutôt les cervicales à la fin, parce qu'il faut un peu de finesse manipulative et tout, plus que pour la hanche. Mais du coup, de progresser, puis de progresser dans le raisonnement clinique qui va avec, dans le fait de rechercher des symptômes. On aura un petit atelier après là, sur le raisonnement clinique de l'autre côté, avec Pierre encore, et de pouvoir réfléchir à ça et de se poser, en tout cas, un truc qui me paraît capital, c'est de poser un diagnostic. Alors là, je fais exprès, hein, parce que théoriquement, c'est médical, mais c'est de la flûte, tout ça. On pose un diagnostic, et un diagnostic n'est qu'une hypothèse étiologique à l'instant T. Et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable à ce moment-là. À un instant T plus 1, il y aura un autre signe, il y aura un machin qui fera peut-être évoluer votre truc. Un diagnostic, ce n'est pas forcément figé à la vie, à la mort, mais on pose un diagnostic et de là, on va mettre en face le meilleur plan de traitement qui repose sur, chez nous, 3 piliers: libérer, maintenir, entretenir. Libérer tout ce qui est thérapie manuelle, mais aussi maintenir toute la partie active et en dernier lieu entretenir, qui se débrouille sans nous. Et on voit que la part qu'on va donner à chaque patient varie entre quelqu'un qui s'est bloqué, tu te bloques le dos demain matin, je te vois lundi, peut-être qu'en une séance c'est bouclé, on se dit ciao, on se reverra jamais, jusqu'à Madame Michu qui est lombalgique chronique depuis 10 ans et où les deux chapitres d'après auront de la place plus. Et l'idée, c'est de vous donner quand même le guide, voilà. Et notre but, c'est, en tout cas, c'est le challenge qu'on se pose pour l'équipe d'ITMP, enfin, et de thérapie manuelle, c'est qu'il faut qu'en 27 jours, on ait révolutionné votre pratique et que vous ne travaillez plus après comme vous le faisiez avant, pas par jugement de ce que vous faisiez avant, mais parce qu'on pense que la thérapie manuelle définie selon les principes de l'IFOM et tout, et qu'on s'applique, c'est justement une spécialisation de la kiné avec des techniques spécifiques pour améliorer la mobilité, les symptômes et la douleur du patient, et ce, par des techniques hautement spécifiques dans différents sujets. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est qui là? Ah bah alors, bah viens, bah déjà tu dis pas bonjour, viens faire une bise plutôt. Tu vas bien? Et toi, regarde. Hein? Écoute, oh, c'est magnifique. Ok, ça marche. Merci Pierre. Emric. Merci beaucoup à l'ITMP. Merci Xavier. Merci Pierre. Au niveau